Les Houthis sont de retour à l'action. Les Houthis ont affirmé aujourd'hui qu'ils ont frappé un site militaire israélien près de Tel Aviv et qu'ils ont ciblé plusieurs navires de guerre américains, y compris l'United States Ship Harry S. Truman. Ces frappes n'ont été confirmées par personne et les Houthis n'ont fourni aucune preuve réelle pour dire qu'ils ont réellement atteint leur cible comme d'habitude. Mais les États-Unis ont riposté et nous avons sorti à nouveau les B-2 pour détruire les bunkers des Houthis. Mais ce n'est pas tout. Nous avons une autre énorme nouvelle en provenance du Moyen-Orient. Les Houthis continuent d'essayer d'attaquer Israël, mais leurs missiles continuent d'échouer et ils tombent sur le territoire saoudien. Il semble donc que l'Arabie Saoudite en est assez et qu'elle riposte maintenant. Nous avons en fait des rapports des Houthis eux-mêmes que le bombardement d'artillerie saoudien vise les bastions Houthis à Saada. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, passons en revue exactement ce que les Houthis visent et pourquoi les États-Unis sortent le B-2. Avant de continuer, abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous pour suivre toute l'actualité géopolitique. Commençons. Tout d'abord, il semble que la seule frappe réussie que les Houthis aient pu mener est de cibler un autre drone MQ-9 de la marine américaine. Voici le clip qu'ils ont publié des débris. De Guy. Les avions américains brûlent aujourd'hui et leur avion Q-9 est tombé dans une roquette ce matin, mercredi. Mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction aux Juifs, victoire à la Palestine. Les Houthis ont aussi déclaré avoir visé davantage de cibles dans leur communiqué. Une cible militaire dans Jaffa occupée a été touchée par des drones et frappée avec précision. L'armée a pris pour cible des navires de guerre américains en mer Rouge. Maintenant, rien de tout cela ne semble être vrai et ni Israël ni les États-Unis n'ont confirmé qu'ils étaient visés. Mais le renseignement open source montre que les Houthis ont bien tiré un missile balistique en direction d'Israël. Malheureusement, il n'y est jamais arrivé. Un missile balistique tiré par les Houthis au Yémen a frappé l'Arabie Saoudite. Il semble que le missile se soit littéralement désintégré en plein vol et soit tombé sur le territoire saoudien. Ce qui aggrave encore la situation, c'est que ce n'est pas la première fois. Cette situation s'est répétée plusieurs fois ces dernières semaines. L'intégrité territoriale de l'Arabie Saoudite est constamment violée par les Houthis, et c'est exactement pourquoi l'Arabie Saoudite a décidé de s'impliquer dans cette guerre. Ils ont commencé à cibler les bastions Houthis au Yémen avec l'armée américaine. Il semble que les bombardiers B-2 de l'armée américaine ont été déployés à nouveau. Voici des images de certaines frappes dans la ville yéménite de Sanaa. Et il semble qu'à travers des images satellites, nous pouvons réellement voir où ces B-2 Bunker Buster ont été largués, et c'est juste en dessous d'un certain château triangulaire historique au mont Jabal Nakoum. Même la télévision yéménite rapporte que les États-Unis ont effectué des frappes sur ce mont Nukoum, à l'est de la capitale yéménite, et la montagne est connue pour abriter un complexe souterrain stockant des missiles avancés et des drones. Tout comme l'Iran, de nombreux groupes au Moyen-Orient utilisent la même stratégie où ils construisent des bunkers souterrains pour stocker leurs armes et même abriter leurs dirigeants pour être en sécurité. Et ils font cela pour éviter les frappes américaines. Ils font cela pour éviter d'être ciblés par l'armée de l'air américaine. Et c'est exactement pourquoi nous avons sorti les B-2, car les B-2 sont conçus pour détruire les bunkers. En fait, les B-2 sont conçus pour détruire un bunker très spécifique qui est utilisé pour abriter des installations nucléaires dans un pays du Moyen-Orient. Je vous laisse deviner de quel pays je parle. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a fait une déclaration sur le déroulement de la mission au Moyen-Orient. Voici l'extrait de sa déclaration. La campagne a été dévastatrice que... Installation souterraine. Fabrication d'armes, bunkers, troupes à découvert, défense aérienne. Nous n'allons pas céder. Céder jusqu'à ce que les Houthis déclarent qu'ils arrêteront de tirer sur nos navires, et nous avons été très clairs, les Iraniens aussi, ils ne devraient pas... L'Iran doit cesser de soutenir les Houthis. Un message clairement transmis.
Nous avons plus d'options et de pression à appliquer. Les rapports montrent à quel point cette campagne a été dévastatrice pour eux, et nous ne fuirons pas. Les dernières semaines ont été difficiles pour les Houthis, en particulier pour leurs commandants. En fait, nous avons des rapports des Houthis eux-mêmes disant que beaucoup de leurs commandants sont décédés. Mais ils sont très mesquins à ce sujet. Ils ne disent pas qu'ils meurent à cause des frappes américaines. Ils disent que tous les commandants meurent à cause de crises cardiaques ou d'autres causes naturelles. Voici l'un des rapports. Les Houthis ont annoncé la mort d'Abdul Nasser Saran al-Kamali, sa famille prétendant qu'il est décédé d'une crise cardiaque. Cependant, la coalition anti-Houthi affirme qu'il est mort lors d'une frappe aérienne américaine. Identifiez-le comme le colonel des services de renseignement de sécurité. En fait, depuis le début de cette mission, cette opération qui a été surnommée Opération Rough Riders. Je suppose que l'opération Rough Riders 2.0 parce que le célèbre était Theodore Roosevelt. Il semble qu'il y ait eu 100 confirmés tués en action pour les Houthis depuis le milieu de mars. Voici plus de détails à ce sujet. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'administration Trump a lancé le 15 mars une opération militaire à grande échelle qui vise les commandants Houthis, les zones de commandement et de contrôle Houthis, leurs propriétés. Elle vise les infrastructures de télécommunications liées aux Houthis, tunnels montagneux, systèmes de bunkers, bases et la liste continue. Depuis mars jusqu'à maintenant, le nombre de victimes confirmées tuées au combat sur la base des processions funéraires Houthis a dépassé 100 cette semaine. Les Houthis sont un groupe soutenu par l'Iran. Cependant, leurs aspirations vont au-delà d'être simplement un proxy à ce stade, mais ils ont besoin de l'Iran. Donc, par exemple, si nous parlons des capacités des Houthis à attaquer des navires maritimes et à atteindre Israël, ces missiles anti-navires sophistiqués et ces armes sophistiquées viennent d'Iran. Donc sans eux, ils ne pourront pas projeter de pouvoirs régionaux. En parlant de l'Iran, le président Trump vient d'annoncer que les États-Unis et l'Iran tiendront des pourparlers de haut niveau à Oman ce week-end à venir. Et ces discussions seront axées sur le soutien iranien à tous les groupes terroristes au Moyen-Orient et également sur le programme nucléaire de l'Iran. Le président Trump a confirmé ce week-end que des discussions directes auront lieu entre une délégation américaine et une délégation iranienne. L'Iran a cependant démenti ces allégations, affirmant que les premières discussions à Oman seront indirectes. Je suppose que cela signifie que l'Iran parlera à Oman et qu'ensuite Oman parlera aux États-Unis et vice-versa. Mais après cela, l'Iran a confirmé que si ces discussions indirectes se passent bien, ils sont ouverts à parler directement avec les États-Unis. La raison pour laquelle l'Iran est si ouvert aux discussions en ce moment est le déploiement du B-2. En fait, le déploiement avancé de 6 bombardiers B-2 des États-Unis à la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Sur cette base, les B-2 sont complètement hors de portée de toute arme que l'Iran a pour lancer une frappe préventive contre les B-2. Mais ils sont assez proches pour qu'ils puissent entrer en Iran, détruire les installations nucléaires que l'Iran possède et ressortir en toute sécurité. C'est exactement pourquoi ces dernières semaines, l'Iran a été particulièrement inquiet, surtout compte tenu du fait que les États-Unis ont mené ces frappes B-2 au Yémen en toute impunité. Et c'est pourquoi nous voyons l'Iran si ouvert aux discussions à Oman. Donc, encore une fois, je n'ai nul autre que Shakfar pour nous donner un peu plus de détails sur ces bombardiers furtifs B-2 et pourquoi ils sont si puissants. Ensuite, nous examinerons ses récentes cicatrices de bataille et jetterons un coup d'œil à son successeur, le B-20 et un Raider, qui se cache juste à l'horizon et est prêt à redéfinir la domination aérienne. Le B-2 n'est pas seulement un avion, c'est une anomalie qui défie la physique. Une silhouette sans queue, semblable à une chauve-souris, avec une envergure de 172 pieds. C'est un design d'aile volante qui remonte au croquis visionnaire de Jack Northrop des années 1940. Sans stabilisateur vertical ou queue traditionnelle, vous penseriez que cette chose spiralerait comme une chauve-souris ivre tombée dans un mixeur. Mais c'est là que les systèmes de contrôle de vol spécialisés s'activent et prennent le relais. Le B-2 vole sur un système quadruplex redondant de type fly-by-wire, 4 canaux indépendants de magie numérique qui le maintiennent stable dans l'air. Des capteurs et des ordinateurs établissent des connexions plus rapidement que la pensée, ajustant 8 surfaces de contrôle de bord de fuite pour dompter l'instabilité aérodynamique inhérente du B-2.
tangage, lacets, roulis. Tout est géré par un cerveau de processeur qui ferait saliver un méga geek. L'utilisation de semi-conducteurs spécialisés et d'équipements informatiques de pointe travaille sans les signatures électromagnétiques habituelles générées par les appareils électroniques grand public. L'œil de Sauron peut localiser votre iPhone et votre ordinateur portable même pendant que vous regardez cette vidéo, mais il ne peut pas suivre le B2. Le B2 est un fantôme électromagnétique voyageant à 0,9 Mach, juste en dessous de la vitesse du son. La magie se produit à basse altitude. Le radar de suivi de terrain du B2, intégré au système ANAPQ 181, lui permet de coller au sol à une altitude inférieure à 200 pieds tout en filant à 600 miles à l'heure. Ce n'est pas voler. C'est comme enfiler une aiguille à travers la zone de combat, faire exploser des écureuils hors des cimes des arbres avec l'échappement du jet et sauter par-dessus les crêtes pour rester en dessous des horizons radars ennemis. L'équipage, juste 2 pilotes, pas plus, se trouve dans un cockpit qui est moins axé sur la bravade du manche et du gouvernail et plus sur la gestion d'un super ordinateur avec des ailes. Un 3e siège d'équipage a été abandonné pour économiser du poids, laissant le duo gérer la navigation, les armes et les systèmes via des écrans multifonctions. Ce n'est pas une mince affaire quand vous êtes transsonique et sur le pont par une nuit sans lune. C'est un ballet d'automatisation, une symphonie de codes, d'hydraulique et de talent de pilote. Le B2 peut donc traverser l'espace aérien défendu et les zones interdites sans laisser de traces. La furtivité est la clé pour le B2, pas seulement un mot à la mode. La taille de sa section transversale radar reste un secret bien gardé. Les initiés du Pentagone l'estiment à environ 0,1 mètre carré, soit à peu près la taille d'un bourdon. Pour donner une idée, la section transversale radar d'un B-52 est une porte de grange et plus de 100 mètres carrés, un point qu'une batterie surface à air missile peut verrouiller à partir de 100 miles de distance. Comment le B-2 y parvient-il? Tout d'abord par sa forme. Pas d'arête vive, pas de saillie, juste des courbes fluides qui dispersent les ondes radar comme une diversion de magicien. Les matériaux composites de la cellule, fibres de carbone, thermoplastique aérodynamique et autres friandises classifiées n'ont pas seulement pour but de dévier le radar, ils l'absorbent. Ajoutez des matériaux absorbant le radar, une sauce secrète de revêtements et de peinture qui absorbe l'énergie électromagnétique et crache de la chaleur au lieu de réflexion. Vous avez une plateforme de frappe stratégique et un spectre volant. Les moteurs 4 General Electric F-Cent, 18 chacun produisant 17 300 livres de poussée, sont enfouis profondément dans l'aile. Leurs échappements sont évacués par le haut à travers des conduits sinueux pour masquer les signatures thermiques et également atténuer le bruit. Même les pales des turbines à réaction sont furtives. Fabriquées à partir de monocristaux d'alliage métallique classifiés, elles peuvent résister à la chaleur et ne pas réfléchir les ondes radar. Les antennes se rétractent à fleur de peau et les volets se verrouillent en mode furtif et même la peinture grise anti-réfléchissante sombre se fond dans le ciel en haute altitude à des altitudes supérieures à 50 000 pieds. Les équipes de maintenance traitent cet oiseau comme une diva. Chaque égratignure ou bosse est réparée immédiatement, de peur qu'elle ne compromette la section transversale du radar. En conséquence, les défenseurs aériens ennemis voient un scintillement, peut-être un bug, mais rien d'assez solide pour se verrouiller dessus. Le bombardier furtif n'est pas invisible, mais simplement indétectable pour les capteurs qui le cherchent, une ombre glissant à travers le filet. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paye les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Parce que YouTube manque de créateurs actuellement. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Évidemment, cela ne veut pas dire que chacun devrait lancer sa propre chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes. Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois ces questions par email tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit. Si vous souhaitez créer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce bootcamp en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran.
Ce bootcamp est comme un appel Zoom, limité à 100 personnes. Inscrivez-vous avant qu'il ne soit complet. Maintenant, retour à la vidéo. Dans le creuset de la guerre de l'Ukraine contre l'invasion russe, les munitions guidées de précision sont apparues comme un changement de jeu, nivelant le terrain de jeu contre un ennemi numériquement supérieur qui s'appuie fortement sur des positions fortifiées, des stocks de munitions durcies et des centres de commandement souterrains. Je suis l'ancien chef d'escadron de l'équipe Sea, Air and Land 6, Chuck Farr, et je m'apprête à vous informer sur les armes de destruction de bunkers de l'Ukraine. Alors bouclez votre ceinture, nous allons sur le terrain. Les bombes de destruction de bunkers, conçues pour pénétrer le béton renforcé, la terre et l'acier avant de libérer des charges explosives, sont devenues un outil essentiel pour l'armée de l'air ukrainienne, alors que le conflit entre dans sa 3e année. L'arsenal de Kiev a été renforcé par un assortiment de munitions fournies par l'Occident, allant des solutions prêtes à l'emploi à des systèmes hautement modifiés équipés de fusibles spécialisés. Aujourd'hui, nous allons examiner ces armes dans un ordre approximatif de capacité de la modeste J Direct Attack Munition à la dévastatrice Storm Shadow et Scalp, en mettant en lumière leurs spécifications, modifications et déploiements réels contre des cibles russes. La Joint Direct Attack Munition, J Direct Attack Munition, marque le point d'entrée dans la boîte à outils de destruction de bunkers de l'Ukraine. Développée par Boeing pour l'armée de l'air et la marine américaine, la J Direct Attack Munition n'est pas une bombe autonome, mais un kit de guidage monté sur la queue qui transforme des bombes stupides, non guidées, allant de 500 à 2000 livres en tout temps. Des munitions intelligentes guidées par système de positionnement global et inertiel. Avec une portée standard de 15 miles, soit 28 km, et une précision de 16 pieds, soit 5 mètres, la Joint Direct Attack Munition offre à l'Ukraine une solution rentable et prête à l'emploi pour frapper des cibles fixes avec précision. Sa simplicité est sa force. Un kit à boulonner comparable aux bombes Mark 84, Mark 83 ou Mark 82 existantes, il transforme les stocks obsolètes en armes modernes. Pour les besoins de destruction de bunkers, le kit Joint Direct Attack Munition s'associe efficacement à la tête militaire Blue 109, un pénétrateur de 910 kg, 2000 livres qui contient 250 kg, 550 livres d'explosifs trinodal. Le boîtier en acier du Blue 109 est d'1 pouce d'épaisseur et durci pour résister à l'impact initial. Il est conçu pour percer les abris en béton avant que le fusible de queue fuse munitions unit. 143 ne déclenche une détonation opportune. Bien que le Joint Direct Attack Munition standard manque de la portée étendue ou de la pénétration avancée de systèmes plus spécialisés, son adaptabilité en fait un atout vital pour une force aérienne fonctionnant avec des moyens limités. En Ukraine, les MiG-29 et Su-27, des jets de l'air soviétique, doivent être réaménagés pour transporter des munitions de l'OTAN. On a observé ces avions déployer des Joint Direct Attack Munitions de 500 livres, probablement la variante GBU-38 contre les positions russes. Une frappe notable a eu lieu le 26 avril 2023 à Bakhmut, où 4 Joint Direct Attack Munitions de 500 livres ont anéanti un immeuble de grande hauteur dans le secteur contrôlé par les Russes. L'armée de l'air ukrainienne a utilisé une paire de MiG-29 pour lancer les bombes, une technique qui prolonge leur portée en les libérant sous un angle ascendant lors d'un pop-up après une course à bas niveau. Des images de drones ont capturé les explosions, révélant des fusées d'impact plutôt que des détonateurs retardés, suggérant que la cible était un centre logistique ou un poste d'observation plutôt qu'un bunker profondément enterré. Dans tous les cas, les coups étaient pile dans le mille. Cette frappe, bien que n'étant pas une mission classique de destruction de bunkers, a démontré la capacité du Joint Direct Attack Munition à perturber l'opération russe, même si sa configuration de base limite son efficacité contre les fortifications les plus profondes. En s'appuyant sur les fondations du Joint Direct Attack Munition, la munition d'attaque directe conjointe à portée étendue, Joint Direct Attack Munition Extended Range ajoute un kit d'ailes dépliable qui triple sa portée à 45 miles, soit environ 72 km. Introduite en Ukraine au début de 2023 dans le cadre d'un paquet de l'United States Agency for International Development, le JDAMER conserve les mêmes options d'ogive, 500 livres, marque 82 000 livres, marque 83, ou les 2000 livres, marque 84 Blue. Mais sa capacité de planeur permet aux pilotes ukrainiens de frapper à des distances plus sûres, au-delà de la portée des défenses aériennes à courte portée russes comme le Pantsir S-1 ou le Tor M2.
Cette portée de mise à distance est une bouée de sauvetage pour une force aérienne confrontée à un dense réseau de systèmes surface-à-air missiles russes. Le potentiel de destruction de bunkers du JDAMER brille vraiment lorsqu'il est associé au Bluecent 9 et à des fusibles spécialisés comme le Fuse Munition Unit 143 qui peuvent être envoyés pour une détonation retardée après pénétration. En mai 2024, les États-Unis ont répondu au brouillage système de positionnement global russe, une menace omniprésente sur tout le front en passant un contrat pour des chercheurs de brouillage système de positionnement global intégrant la technologie anti-brouillage dans les kits Joint Direct Attack Munition Extended Range pour l'Ukraine. Ces bombes se dirigeaient en réalité vers les émetteurs de contre-mesures russes. Cette mise à niveau garantit que la bombe peut se verrouiller sur sa cible même dans des environnements électromagnétiques contestés, une adaptation critique pour frapper les postes de commandement russes fortifiés au milieu de la domination de la guerre électronique de Moscou. Un exemple marquant du déploiement d'un JDAMER a eu lieu le 13 août 2024 lorsqu'un Su-27 ukrainien a largué un JDAMER de 1000 livres sur un poste de commandement russe à Tentkino à Koursk. Cette vidéo montre la bombe, équipée d'une ogive bleue de 110, qui est une version plus légère de la bleue 109, frappant avec une précision chirurgicale, réduisant l'installation fortifiée en gravier de route. Une autre frappe le 30 août 2024 a vu des MiG-25 lancer un JDAMER pour détruire des passages de pont à Koursk démontrant leur polyvalence contre les infrastructures renforcées. Ces opérations mettent en évidence le rôle du JDAMER en tant que multiplicateur de force, offrant portée et précision dans un package prêt à l'emploi, amélioré par des modifications de fusibles pour des cibles spécifiques.